Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Je fais un petit clap. Et je vous passe tout de suite la parole, mon cher Andreas, pour présenter notre auteur et son passionnant travail, oui. Objet de la rencontre de ce soir. Je vous remercie, cher Dominique, et merci à tous d'être venus très nombreux pour donc l'ouvrage de Amaena Guénirou, je prononce correctement, La Société des projets. Donc pour une thématique qui, j'allais dire, est particulièrement représentative de notre époque, de notre idéologie dominante, la notion de projet que l'on retrouve dans le domaine du management, dans le domaine de ce qui sature un peu toute la littérature, je dirais, dans toutes les librairies, comme le développement personnel. Et vous avez fait un travail là-dessus, et je vous laisse présenter votre travail, Amaena. Donc bonsoir à toutes et à tous, merci Dominique, merci Andreas, merci aux libraires également de m'accueillir dans ce cadre incroyable pour présenter mon livre ce soir, c'est un plaisir. Donc il y a plusieurs années de cela, alors que j'étais encore élève à l'ENS, je m'interrogeais sur mon orientation comme beaucoup d'autres et je pensais de manière très naïve qu'on pourrait réaliser des projets en mettant en commun nos ressources, notre savoir-faire, etc. et que tout irait bien. Et j'avais une vision complètement onirique du monde où j'avais absolument pas conscience des ressources indispensables à la projection et des inégalités réelles de projection. Et c'est en lisant Boltanski et Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, donc je crois que Dominique a quelques greffes contre ce livre, mais il n'en reste pas moins que c'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte d'à quel point le thème du projet était depuis les années 1980 complètement complètement prégnant dans le capitalisme. Et je me suis demandé si j'avais intériorisé à mon insu cet esprit-là et que si mon envie de se projeter n'était pas un symptôme du fait que j'étais complètement baignée dans ce capitalisme. Je me suis rendu compte après quelques premières recherches d'à quel point le projet n'était pas seulement un dispositif managérial, comme je le pensais de prime abord, mais aussi une structure qui s'est amplifiée depuis les années 80 et les années 90, au point qu'il y a désormais des contrats de projet, des financements par projet, et donc ça modifie très concrètement non seulement la vision idéologique de la société, mais aussi les rapports de travail, les rapports de production, la manière dont on finance la production. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidée à mener cette enquête philosophique pendant les années de doctorat. Ce livre est issu de ma thèse, je vous rassure, j'ai fait un énorme travail de réécriture pour que ce soit plus bref et plus accessible, réduction par 3 du nombre de signes et multiplication quand même des exemples et simplification du style. Donc je vais ici expliquer un petit peu les différents arguments de ce livre. Donc tout d'abord, la première question qu'il est légitime de poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de projet? Et je propose de vous donner 3 critères très simples. Le premier critère, c'est que le projet est toujours une activité qui implique une production, une transformation du monde pour le rendre aussi habitable que possible. Et même des projets qui sont des projets politiques, des projets d'action, même des projets qui visent à réduire le nombre de projets, supposent en fait à un moment donné, je ne sais pas, l'écriture de livres, l'organisation de conférences ou d'autres choses encore, qui ont un support matériel et qui impliquent une transformation des choses. Deuxième critère, tous les projets obéissent à une logique téléonomique, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers une fin. Quand on fait un projet, on s'intéresse à l'objectif, au but qu'on est en train de poursuivre et on cherche à réaliser un but qui nous semble juste ou qui nous semble désirable.
et je dirais qu'on est déterminé à penser juste et désirable. Donc ça, c'est un élément très important, parce qu'en cela, le projet se distingue de la tâche. Lorsqu'on nous donne des tâches, et on en a tous à faire au quotidien, on ne réfléchit pas aux finalités de ce qu'on est en train de faire, on accomplit quelque chose qui a été décidé pour nous. C'est ce que André Gortz appelle l'hétéronomie, et que Céline Marty, ici présente, décrit très bien dans ses ouvrages. Troisièmement, le projet comporte une part d'expérimentation. Là, je m'inscris dans la tradition d'Aristote, je ne vais pas développer ici, mais il s'agit vraiment de penser la contingence du monde et penser le fait que lorsqu'on réalise concrètement quelque chose, eh bien, il y a toujours des imprévus, et donc l'idée initiale qu'on avait ne peut pas se réaliser telle qu'elle dans le monde. Et donc, il y a une dimension de création, mais encore une fois au sens large du terme. Je ne réduis pas le projet au projet artistique. Je pense qu'il y a une part de création, y compris dans les productions qui nous semblent les plus banalisées dans notre société. Deux précisions s'imposent avant de continuer. D'une part, j'insiste sur le fait que le projet est toujours social. Il est impossible de se projeter à l'état d'atome. Même quand on projette quelque chose de très solitaire, et l'écriture d'une thèse peut en faire partie, eh bien nous sommes obligés de nous inscrire dans des rapports sociaux, de travailler avec autrui. Et donc un projet solitaire, un projet individuel est une contradiction dans les termes. Deuxième chose qui me semble très importante de préciser, le projet n'est pas une création ex nihilo. Lorsqu'on projette, on est toujours déterminé en amont par des conditions sociales, par des conditions matérielles, mais aussi par des finalités qui nous précèdent. Et typiquement, lorsqu'on a un désir, il est tout à fait possible, et c'est ce que montre très bien la psychanalyse, que ce désir soit lui-même imbriqué dans le désir de nos parents, dans le désir d'institutions pour nous. Et donc en fait, notre projet s'inscrit dans un sillage de projets qui nous précèdent et un sillage et des projets qui nous survivront aussi. Donc je continue. Pourquoi rester attaché à cette notion de projet une fois que j'avais découvert qu'elle était complètement intériorisée par la logique managériale? Ce choix était guidé par un sentiment d'insatisfaction qu'on est sans doute plusieurs à avoir éprouvé. D'un côté, je lisais sans cesse des textes passionnants qui décrivaient à la fois les injustices de notre société et en même temps des propositions pour y remédier. Et de l'autre, je ne voyais pas comment on pouvait individuellement et collectivement retrouver la puissance de changer les choses. Et il me semblait fructueux, non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, d'interroger des conditions institutionnelles permettant de recouvrer la force de projection. Et ça me semble très important parce que si on dit que le projet est seulement une affaire de volonté individuelle, eh bien on fait de la déprojection, de ce que j'appelle la déprojection, de la perte de capacité et de désir de projet, une faute et une responsabilité individuelle. Or, tout mon propos est de montrer que la déprojection est le fait de structures sociales et que c'est par des organisations institutionnelles que nous pouvons y remédier. Donc plutôt que d'abandonner le concept de projet, je me suis proposé de le comprendre de manière dialectique, en montrant que le projet n'est pas en soi capitaliste. Le problème, ce n'est pas la projection en tant que telle, mais la manière dont elle a été instrumentalisée et dont elle peut aboutir paradoxalement à une perte des projets. Nous en discutions tout à l'heure avec une des personnes dans le public. Lorsque les projets supposent de remplir des dossiers de 500 pages, on peut se dire qu'en effet, nous ne sommes plus dans une logique projective, mais dans une logique qui vise à étouffer les projets, ou en tout cas à les rendre plus difficiles. Le diagnostic sous-jacent est le suivant, c'est que si on renonce à se projeter, donc si on renonce à déterminer les fins qui dessinent notre monde, eh bien en fait on laisse le soin à d'autres de le faire, et d'autres qui se chargeront très bien de réaliser dans le monde les fins qui leur semblent désirables. Et encore une fois, nous avons aussi besoin de ces projets pour mettre fin aux grands projets destructeurs. Nous avons un certain nombre de livres qui sont sortis là-dessus, mais aussi pour créer des espaces-temps qui soient dédiés à autre chose que les projets, à autre chose que ce que j'appelle les activités projectives. Et nous en avons besoin aussi de ces temps-là. Mais pour pouvoir les instituer, nous avons besoin d'un minimum de projets, et c'est ce à quoi je consacre ma thèse. Donc ma thèse et mon livre qui en est issu. Le livre que je vous présente est structuré en deux parties. Donc la première partie est une présentation du phénomène de déprojection
que j'ai déjà abordé et que je vais développer un peu plus. Et la deuxième partie propose des institutions qui visent à pallier ce phénomène de déprojection et à favoriser autant que possible la projection à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Donc je vais vous présenter très brièvement la première partie, de façon à ce qu'on puisse, les deux parties, de façon à ce qu'on puisse ensuite interagir. Donc la déprojection désigne, comme je vous disais, une perte du désir et de la capacité à se projeter. Et elle peut affecter les sujets individuels comme les sujets collectifs. Et ça, j'y tiens, c'est-à-dire que le thème du projet, par exemple dans le développement personnel, est tout de suite connoté comme un travail de développement de soi, etc. Moi, je montre qu'il peut y avoir des pertes de projets à l'échelle d'une association, comme à l'échelle d'une communauté politique. Et lorsque un État est complètement détruit, par exemple sous l'effet d'une guerre civile, eh bien, nous avons une déprojection qui n'est pas à l'échelle individuelle, mais qui est à l'échelle d'une communauté politique dans son ensemble. Et j'y tiens, donc pour pas qu'on cantonne ma thèse à la sphère individuelle, ce qui de toute façon est un hors-sujet, étant donné que j'ai dit depuis le début que le projet, même quand il est individuel entre guillemets, est d'emblée social. Donc les sujets individuels et collectifs qui sont déprojetés sont d'abord marqués par la perte de capacité et du désir de produire, de réaliser quelque chose de désirable dans le monde. Et ils deviennent à ce titre semblables aux belles âmes que décrit Hegel, c'est-à-dire ces êtres qui se contentent de belles idées, de chimères, et qui ne prétendent pas, et qui prétendent que cela suffit, et qu'il n'y a pas besoin de les réaliser dans le monde. Les sujets de la capacité du désir de réaliser des fins réfléchis en amont, et donc ils peuvent se contenter d'appliquer mécaniquement un programme qui leur a été assigné de manière hétéronome. Au contraire, se projeter, c'est poser de nouvelles normes, ce qui, comme l'écrit Georges Canguilhem, est le propre du vivant en général et pas seulement de l'être humain, qui contribue à polariser son milieu en fonction de valeurs. Et ça, j'anticipe une critique qui pourrait venir de la philosophie de l'écologie, puisque ce qui est en jeu ici, c'est de dire que lorsqu'on se projette, on n'est pas en train forcément d'artificialiser le monde, on peut prolonger un geste qui est propre à tout être vivant, qui est un geste qui consiste à essayer de valoriser le milieu en fonction de ce qui est bon pour un être vivant en général. Donc être capable de se projeter dans ce sens, ce n'est pas s'arracher à un milieu, à une communauté, c'est contribuer à ses déterminations plutôt que de subir les souffrances qui traversent ce milieu et les personnes qui l'habitent. Donc je tiens vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'on pourrait m'objecter que le projet est une sorte de création ex nihilo ou quelque chose qui vise à créer de manière complètement indéterminée. Ce n'est pas le cas. Tout projet s'inscrit dans des chaînes de causalité qui le déterminent. Alors maintenant, la question qu'on peut poser quand on examine le phénomène de la déprojection, c'est pourquoi la déprojection advient? Est-ce que c'est un phénomène, lorsqu'on est affecté par ça, à l'échelle individuelle et collective, qui vient de nous? Est-ce que c'est notre responsabilité individuelle? Et toute une série de chapitres dans cette première partie vise à montrer que dans le cadre du capitalisme, la plupart des sujets sont contraints de se mettre au service de deux types de projets capitalistes. J'emploie des guillemets parce que je montrerai tout à l'heure en quoi la dimension projective de ces projets est pas rigoureuse philosophiquement. Et donc ces deux types de projets, c'est d'un côté le projet marchandage et de l'autre le projet emploi. J'insiste sur le fait que ces deux projets, le projet marchandage et le projet emploi, sont bien des structures projectives et pas seulement une idéologie. Pourquoi? Parce que très concrètement, lorsque vous êtes engagé dans un projet marchandage, je vais développer ce que c'est votre rapport au travail en général, au rapport au financement de la production qui est en jeu et pas seulement la manière dont on se représente individuellement et collectivement cette production. Donc qu'est-ce que le projet marchandage? Qu'est-ce que le projet emploi? Donc le projet marchandage d'abord est l'archétype des institutions du travail dans lesquelles les travailleurs sont réputés autonomes et capables de se projeter de manière autonome. Et ça couvre un spectre très large d'organisation du travail. À l'époque de Germinal, d'Émile Zola, nous voyons des propriétaires de mines qui recrutent
des mineurs indépendants, et les mineurs indépendants sont censés être des entrepreneurs capables eux-mêmes de recruter d'autres entrepreneurs qui eux-mêmes feront travailler leurs familles, les enfants, les femmes, etc. Donc nous avons une sorte de chaîne de sous-traitance dans laquelle chacun est censé être libre et autonome de se projeter. C'est du marchandage pur et dur. Ça, c'est le 19e siècle, mais nous en avons évidemment plein d'avatars contemporains. Je ne m'attarderai pas ici sur le micro-entrepreneuriat, Uber, les plateformes, etc., où évidemment nous avons des travailleurs censés être des entrepreneurs, mais je peux par exemple développer l'exemple du chantier. Un chantier dans le bâtiment, c'est une industrie qui est extrêmement importante, qui ne se délocalise pas, est un exemple type de projet marchandage, puisque nous pouvons avoir un maître d'œuvre qui va déléguer une partie de la production à différents artisans ou à différentes équipes lorsque ce sont des chantiers de plus grande envergure, qui eux-mêmes pourront faire travailler d'autres personnes. Et au fil de cette sous-traitance, nous pouvons parfois arriver aux marges de la légalité, et on sait à quel point le travail au noir est présent dans ce domaine comme dans d'autres domaines. Et donc ce que nous indique cet exemple-là, c'est que le projet marchandage est toujours constitué comme un moyen de contourner l'emploi et de toutes les protections qui sont liées à l'emploi. Ce qui m'emmène au deuxième type de projet qui est aussi de type capitalisme et qui est le projet emploi. Le projet emploi est un archétype qui permet de comprendre toutes les institutions du travail dans lesquelles les sujets sont subordonnés à un projet défini de manière non démocratique. Je pense que vous avez tous en tête les expressions qui consistent à dire que l'entreprise se définit par un projet et par des valeurs. C'est vraiment un thème qui est très important et qui nous indique le fait, assumé par certains penseurs comme Curtis Yarvin, trop tristement fameux en ce moment parce que très proche de Trump et consorts, qui assume le fait que le projet de l'entreprise est un projet proprement monarchique et que en fait l'entreprise fonctionne parce que c'est le projet d'un seul ou d'une oligarchie auquel vont être subordonnés tous les autres. Et donc on assume le fait que tous les autres dans l'entreprise sont amputés de leur pouvoir de projection. C'est vraiment un droit du plus fort qui est assumé. Seuls ont droit de se projeter ceux qui sont au sommet de la hiérarchie politique et économique. Donc ce projet emploi, j'insiste dessus, a été amendé de plein de manières, puisque nous avons désormais un droit du travail bien solide, solide, plus ou moins, parce qu'il est aussi contesté, mais pour essayer de l'encadrer. Mais ce que je montre, c'est que toutes ces logiques-là qui visent à encadrer le droit du travail sont le fruit de luttes et de conquêtes sociales extrinsèques et ne sont pas endogène à la logique du projet emploi qui pourrait très bien exister sans elle en fait. Je ne vais pas développer ici, mais tout ça pour dire que le projet marchandage et le projet emploi, au lieu de libérer, comme le suppose l'idéologie du projet, dans lequel chaque ouvrier est censé pouvoir se projeter librement au sein de l'entreprise qui l'emploie. Ici, nous avons un renforcement de l'exploitation et de l'aliénation, au sens que leur donne Marx, et qui peuvent mener à une déprojection généralisée. Et là, je m'appuie sur une auteure-autrice que j'aime beaucoup, Simone Weil, avec un W, qui, dans la condition ouvrière, montre très bien comment l'hétéronomie subie au sein de la chaîne de montage peut mener à une déprojection non seulement sur le temps de travail, mais aussi dans la vie à côté. C'est-à-dire qu'elle montre, il y a des passages extrêmement forts où elle montre que la fatigue, l'épuisement mène à une perte de désir et de capacité de militer, par exemple, ou d'avoir une vie amicale développée. Et donc nous avons là vraiment une déprojection qui se généralise. Alors, on pourrait, comme le suggèrent certains, essayer de moraliser les projets capitalistes pour qu'ils deviennent des lieux d'émancipation. Je tente de suivre cette hypothèse qui n'est pas la mienne, avant de buter contre une difficulté qui me semble quand même irréductible, puisque par définition, et c'est une définition proprement juridique, des projets capitalistes visent le profit. Or, la quête d'argent ne peut pas être une fin en soi. L'argent fait forcément un moyen en vue d'autre chose. C'est une évidence d'un point de vue philosophique. Et comme le montrait Lacan dans le séminaire 16, la vérité de la survaleur ou la vérité du profit, c'est pour tout un chacun le plus de jouir
où peut-on ajouter le plus de projets? C'est-à-dire que accumuler, quand on est entre une entreprise, accumuler du capital permet potentiellement de faire d'autres projets. Je ne sais pas, Tesla, des voitures automatiques peuvent potentiellement permettre d'aller exploiter les ressources sur Mars. Il n'en reste pas moins qu'on est dans le potentiel de projet et donc en fait dans le retardement ou le différement du projet et pas dans le projet véritable. Et par ailleurs, les projets capitalistes, parce qu'ils sont subordonnés à cette fin qui n'en est pas une, impliquent toujours une forme de déprojection qui est nuisible à la fois pour la communauté politique sur le plan anthropologique et sur le plan écologique, et aussi à l'échelle des sujets qui travaillent. Donc dans cette perspective, je propose de considérer la déprojection comme un fait social, comme je vous le disais tout à l'heure, et non pas comme une pathologie individuelle. Et à ce point, elle appelle une réponse politique. Donc c'est la deuxième partie de mon travail, c'est quelles institutions nous pouvons collectivement penser, concevoir pour garantir un droit à la projection humaine. Le titre de ma thèse, si certains ont la curiosité d'aller le voir, était très alambiqué, mais j'ai simplifié. Mais c'est vraiment l'idée forte, c'est d'essayer de penser un droit à la projection humaine et pas seulement un droit à satisfaire les besoins primaires. En m'appuyant sur une réinterprétation de la grande transformation de Karl Polanyi, j'identifie 3 conditions fondamentales de la projection. Nous avons besoin pour nous projeter de travail humain. Ce travail peut être un travail vivant, le travail qui est incarné par chacun d'entre nous. C'est aussi le travail cristallisé dans des objets techniques, au sens de Leroi-Gourhan, dans le geste et la parole. Un objet technique, c'est tous les objets qui permettent d'externaliser une faculté humaine et qui permettent de ce fait de la transmettre à d'autres dans un collectif donné ou à d'autres dans les générations futures. Typiquement, un livre fait partie des objets techniques puisque lorsqu'on a un livre qui se transmet et qui se partage, eh bien nous avons un savoir et un savoir-faire qui peuvent être mis en commun entre plusieurs personnes au lieu d'être à chaque fois reconstitué individuellement. C'est aussi très hegelien de ce point de vue-là. Donc travail à la fois vivant et travail technique. Deuxième condition identifiée par Polanyi, c'est la terre. Il pense à la terre, terre cultivable, mais aussi aux ressources foncières, et je pense qu'il faut voir la terre plus largement. Nous avons besoin pour nous projeter de toutes les ressources de l'environnement. Je pense par exemple à l'eau, je pense aussi à la biodiversité. Il est inconcevable de se projeter sans un minimum de biodiversité. Et j'ai oublié l'air. Oui, évidemment, nous avons aussi besoin d'air pour nous projeter. Donc, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que nous avons besoin de la monnaie comprise comme un instrument non pas d'échange des valeurs, mais d'anticipation de la valeur future. Pourquoi ? Parce que pour se projeter, eh bien, forcément, nous anticipons une réalité qui n'existe pas encore. Et donc, c'est le financement d'un projet, nous valorisons en amont quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est un instrument d'anticipation qui peut être au service du capitalisme lorsqu'il s'agit d'anticiper le profit qu'on pourra tirer d'une réalisation quelconque, ou ça peut être au service de la production de valeur d'usage qui sera utile à une communauté politique donnée. Donc maintenant que j'ai identifié ces 3 conditions de la projection, il va falloir détailler les différentes institutions qui leur correspondent. Et comme Polanyi, je considère que pour retrouver un droit à la projection, il faut en fait démarchandiser ces 3 conditions de la production. Pourquoi ? Parce que si on les considère comme des marchandises, alors par définition, tous les projets que nous ferons seront soumis à cet impératif d'accumuler du profit pour pouvoir continuer à se projeter en suivant. Donc grâce à cette démarchandisation que j'appelle de mes voeux après beaucoup d'autres, on peut espérer que les sujets puissent continuer à se projeter à l'échelle individuelle, mais aussi à s'engager pour des projets collectifs auxquels ils croiront
et auxquels ils s'engageront parce qu'ils croient aux valeurs et non pas parce qu'ils ont besoin de s'engager dans ces projets pour se nourrir, tout simplement. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'un des symptômes de la déprojection, c'est bien le fait qu'on peut au quotidien travailler pour une entreprise ou une institution publique tout en étant pertinemment conscient dans la vie privée ou dans la vie militante ou dans la vie associative que ce qu'on fait dans le cadre de notre travail n'est pas complètement adéquat. Et c'est ce genre de dissociation d'une certaine manière qui est une forme de déprojection et qui est nuisible pour les individus qui en souffrent, mais aussi pour la collectivité dans son ensemble. Je pense qu'on tirerait profit du fait que chacun puisse essayer de produire en fonction de ce qui lui semble désirable et juste. Donc, premier élément, c'est la démarchandisation du travail qui passe par 3 leviers. Le premier levier, je l'emprunte complètement à Bernard Friot dans l'enjeu du salaire, qui est l'idée que nous pourrions avoir le droit à un salaire, à un statut et à des services publics qui soient dissociés de l'activité projective qu'on fait effectivement. Pourquoi ? Parce que cela permet de respecter tous les sujets, au sens kantien du terme, comme des puissances de projection, et pas seulement comme des moyens, de les traiter comme des moyens plus ou moins efficaces d'aboutir à des fins données. Donc ça me semble indispensable, mais ça me semble non suffisant, parce qu'une fois que vous avez un salaire à la qualification, un statut à la qualification, vous pouvez quand même souffrir de déprojection. C'est-à-dire que rien ne vous garantit que vous trouviez réellement un projet dans lequel vous engagez. Et c'est pourquoi je pense qu'il est impératif de penser un droit à la projection dans le sillage du droit au travail tel qu'il a été théorisé dès 1848, c'est-à-dire que la communauté politique aurait le devoir de concevoir en fonction des besoins identifiés collectivement et en fonction de la qualification des gens qui demandent à pouvoir s'insérer dans un projet, donc que cette communauté politique puisse créer des projets qui répondent à ces exigences et qui permettent à chacun de se projeter. Encore une fois, s'il en a envie, il ne s'agit pas ici de demander à chacun de se projeter de manière outrancière. Donc, encore un problème qui cette fois vient de l'observation, par exemple par Maud Simonet, des projets associatifs qui sont censés être des projets dans lesquels on a pu s'engager de manière bénévole, consciente et donc heureuse. Et on se rend compte que même dans ces domaines-là, eh bien, il y a des formes d'exploitation, des formes d'injustice, des formes d'inégalité qui peuvent apparaître. Et c'est encore une fois notre très cher Hegel dans La raison dans l'histoire de deux qui nous invite à penser la déraison qui œuvre dans l'histoire et qui œuvre y compris dans les endroits où on pense être le mieux intentionné du monde. Et donc il y a des conflits qui peuvent émerger là-dedans, ce qui nous oblige à penser un droit au projet, un droit du projet, pardon, dans le sillage du droit du travail pour réguler plutôt que de nier les conflits du travail qui peuvent émerger au sein d'un projet donné. Je ne vais pas développer évidemment ici les institutions, ce n'est pas le lieu. Donc maintenant, vous voyez, pour le travail, donc on peut imaginer des gens donc, qui ont un salaire, un statut qui leur permet de réfléchir au projet qu'ils veulent. S'ils ne trouvent pas, ils peuvent avoir un droit au projet de la communauté politique qui leur permet de trouver un projet. Et grâce à un contrat de projet, eh bien, nous avons une régulation des conflits qui peuvent émerger au sein des projets. Reste un énorme problème, c'est qu'on ne se projette pas, encore une fois, à l'état d'atome. On se projette dans un monde concret, avec d'autres sujets qui se projettent, avec des projets antagonistes, avec des ressources aussi qui peuvent être limitées. Et comme le montrait Rousseau dans le second discours, nous avons un risque d'avoir des surnuméraires qui sont exclus de la sphère de la projection si on ne met pas en partage les ressources qui sont indispensables à la projection. Et ces ressources sont au nombre de 2. Il y a toutes les ressources environnementales dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas se projeter sans avoir ne serait-ce qu'un sol où se tenir. Donc il faut avoir accès à un minimum d'environnement. Et les ressources sont aussi des ressources techniques, puisque comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se projeter sans tout le travail de projection cristallisé dans les objets techniques qui vient jusqu'à nous. Typiquement, même si vous voulez construire une cabane, à un moment donné, vous allez avoir besoin d'un marteau. Et ce marteau sera un objet technique qui cristallise des projets antérieurs et qui, grâce à la mise en partage de cet outil-là, vous permet de réaliser vos projets et non pas de
passez votre existence à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser un jour le projet qu'on attend. Et c'est comme ça qu'on a aussi une amplification, un enrichissement des fins qu'il est possible de poursuivre. Donc à ce titre-là, je ne développe pas, mais l'idée c'est de substituer partout la propriété lucrative des objets techniques et de l'environnement par une propriété d'usage, qui peut être une copropriété d'usage et qui peut être public ou privé. Mais je ne vais pas tout expliquer parce qu'il va falloir que vous travailliez et que vous lisiez le livre de votre côté. Lisez le livre, c'est le mantra de la librairie. C'est la conclusion là de ce qui pourra être dit plus tard dans le débat ou la discussion. Lisez le livre. Voilà. Et donc il ne s'agit pas de déflorer le sujet, donc il ne faut pas que tu en dises trop. Non, mais c'est bientôt fini, j'en suis à ma dernière page. Donc troisième institution, c'est les institutions de la monnaie. Là aussi, j'essaye de réfléchir aux institutions qui permettraient de démarchandiser la monnaie de façon à ce qu'elle puisse être au service de projets qui ne sont pas des projets capitalistes. Et je propose toute une série d'institutions dont... bon, je ne développe pas, c'est pour les lecteurs. Lisez le livre. En tout cas, la monnaie, telle que je la pense, doit devenir un moyen de réfléchir en raison aux finalités qui méritent d'être poursuivies. C'est-à-dire, je finirai par mon cher Platon, il y a Daphné ici qui est une platonicienne, mais il sait... Bon, voilà, à quel point je chéris cet auteur, mais dans La République, dans le livre 2 de La République, Platon envisage une cité qu'il appelle la cité de luxe, enfin c'est Socrate qui l'envisage en étant influencé par Glaucon qui lui propose cette hypothèse. Et la cité de luxe, c'est une cité qui est gouvernée par les epitoumiai, par les appétits. Et c'est une cité qui mène à une sorte de désordre, un chaos absolu. Et Platon dit, bon, peut-être qu'il faudrait subordonner ces epitoumiai, ces désirs, à la raison. Bon, chez Platon, la raison, elle n'est pas complètement démocratique. Donc là, je fais un peu une entorse à Platon. Et j'essaye de voir comment, justement, la monnaie peut devenir un instrument de la planification démocratique des valeurs d'usage que nous devons produire, que nous devons projeter pour essayer de créer un monde aussi habitable que possible. Voilà, donc j'ai ouvert ici quelques pistes sur cette notion immense du projet et j'espère pouvoir explorer maintenant avec vous celles qui vous ont le plus intéressé. Alors on va donner la parole au public, mais peut-être que Andreas avait préparé quelques questions pour lancer le débat. J'en ai une aussi que je te poserai, que j'ai déjà posée. Bon, j'avais préparé quelques remarques peut-être un peu décousues, mais par laquelle commencer. Disons, vous partez donc de ce qu'on pourrait appeler, en employant le vocabulaire contemporain, une sorte de mal-être, ou puisque vous citiez Hegel, ce que Hegel appelle une sorte de conscience malheureuse. Pardon ? Oui, mais malheureusement... Vous n'entendez pas ? On ne peut rien y faire, il faudra écouter la vidéo, on ne peut pas dire plus fort. Donc, oui, une sorte de conscience malheureuse, ce que vous appelez qui caractérise ce que vous appelez la déprojection tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Et donc vous constatez, si j'ose dire, qu'il y a un problème avec ce que vous n'appelez pas notre formation sociale, notre mode de production, notre société, pour employer un terme qui veut tout dire et peut-être rien dire. Mais la question qu'on pourrait vous poser, c'est dans quelle perspective votre critique s'inscrit-elle ? C'est-à-dire à quoi est-ce que vous en appelez ? Je crois que c'est à la page 113, vous dites un amendement des structures projectives capitalistes. Il pourrait paraître hâtif de conclure du vice des structures capitalistes de la projection à la nécessité de leur abandon. Peut-être doivent-elles simplement être amendées, de manière à pouvoir mieux accueillir les projets des sujets individuels et collectifs. L'imperfection des structures capitalistes de la projection serait une invitation à leur conservation et à leur amélioration, comme si elles constituaient un patrimoine à transmettre et à transformer. L'enjeu d'une telle sauvegarde des structures capitalistes de la projection serait d'éviter la paralysie de la pensée et de l'action que peut susciter l'idée d'un ordre radicalement autre que celui qui gouverne actuellement le monde. C'est-à-dire que la critique dans laquelle vous vous inscrivez, ça n'est pas une critique qui s'inscrit dans un horizon qui serait celui d'un changement de société.
Il s'agirait plutôt de changer la société telle qu'elle existe actuellement, ou des éléments de la société. Je suis un peu provocateur, naturellement, mais pas de penser un au-delà de ce capitalisme. Ah bah, je vais très brièvement, je vais plus soyer parce que ma propre objection, que tu connais parfaitement, s'inscrit dans le droit fil. On a abordé l'aspect hegelien, évidemment l'aspect marxiste que j'ai évoqué puisqu'il est évoqué dans la 4e de couve, et tout ce que tu nous as expliqué, que pour la raison que je t'ai dite, est aux antipodes de Marx. Mais vraiment totalement aux antipodes de Marx. Hegel est quelque peu sollicité aussi à mon avis. Donc eh bien, ça consiste à plus soyer à la question, te dire, parce que là pour nous, d'un point de vue marxiste et hegelien, on est vraiment dans l'utopie le socialisme utopique que dénonçait évidemment Marx, et typiquement dans l'idéologie de la petite bourgeoisie classique depuis la Révolution française. On est dans le rêve, y compris d'ailleurs, tu sais que je connais très bien Friot, et donc j'ai vite fait comprendre qu'il était sorti, était perdu pour la science depuis longtemps avec son histoire de qualification. Donc, mais en réalité, ce commentaire, c'est pour poser la question qui était parfaitement clairement énoncée par Andreas. Alors, deux choses. Premier élément, le passage que citait Andreas est un passage entièrement rédigé au conditionnel, et tout ce chapitre vise à explorer une hypothèse que je démonte à la fin du chapitre, donc ce n'est pas du tout mon hypothèse. C'est-à-dire que j'examine des institutions du type le revenu universel ou les ateliers de production autonome, ou des institutions qui peuvent être porteuses de quelque chose d'intéressant, mais qui ne suffisent pas, à mon sens, à dépasser ce phénomène de la déprojection. Ensuite, ce que j'appelle la démarchandisation du travail, de la technique, de l'environnement et de la monnaie. Si ce n'est pas une sortie du capitalisme, il va falloir que vous m'expliquiez comment vous envisagez la sortie du capitalisme, parce que faire de la terre une propriété qui n'est pas une propriété lucrative, faire de la monnaie une propriété qui n'est pas une propriété lucrative, faire du travail une propriété qui n'est pas une propriété lucrative, faire de la technique une propriété qui n'est pas une propriété lucrative, c'est à mon sens passer dans une autre société que j'appelle de mes voeux, très clairement. Après, pour ce qui est de mon obédience à Marx, j'ai insisté rapidement dans la présentation sur le fait que mon travail d'emblée n'avait pas été pensé comme une monographie historique, et à aucun moment je me suis prétendue spécialiste de Marx, et je pense que vous le connaissez 1000 fois mieux que moi, et sans doute aussi que dans l'auditoire il y en a qui le connaissent 1000 fois mieux que moi. Par contre, je trouve qu'il y a des éléments qui me semblent intéressants et que je reprends complètement à mon compte pour examiner les phénomènes d'exploitation, les phénomènes d'aliénation, et là-dessus je pense que nous aurons un terrain d'entente. Oui, ce qui est, et après je laisse la parole à la salle, mais j'ai d'autres questions, ce qui est assez, je dirais, on s'attendrait, quand on a affaire à un ouvrage qui a la prétention de faire une critique de la société et qui prend un puits un peu sur Marx, de voir par exemple apparaître le mot classe sociale, le mot lutte des classes, le mot les expressions exploitation de l'homme par l'homme, rapport salarial. Et oppression. Voilà, et ce sont des termes qui oppression et non pas domination. C'est ça, exploitation de l'homme par, et ce sont des termes qui n'apparaissent pas, ce qui ne veut pas dire que vous ne vous inscrivez pas dans le cadre d'une critique de notre formation sociale, mais cette critique n'est pas à proprement parler marxiste, et c'est un marxiste, il s'attend à voir surgir la notion d'exploitation de l'homme par l'homme, la notion de classe sociale. C'est-à-dire que critiquer le capitalisme, c'est pas nécessairement en appeler à un dépassement du capitalisme. Et surtout la notion d'activité. Parce que tout ce que vous mettez dans le projet, qui peut être renvoyé à l'emploi autrefois, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, etc. Il ne faut pas oublier que le marxisme, c'est la philosophie, contrairement par exemple à y compris Hegel, de l'activité. Comme Descartes, c'est l'agir. C'est de ça dont il va nous parler, et de l'agir collectif. Donc effectivement, on est au cœur de ce que vous appelez le projet, mais et c'est pas du tout pour faire une critique de votre critique, vous critiquez très très bien les conséquences, mais vous privez de toute approche théorique, de tout outil, principalement l'outil marxiste, qui est absolument idéal pour aborder ce sujet-là. Donc voilà.
et pour en plus utiliser, faire référence, je ne vais pas insister là-dessus, c'est pas Friot qui me dérange particulièrement, loin de là, mais quand même Arendt, Foucault. Alors là, là, on est vraiment dans les ténèbres extérieures. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Il va falloir que j'apporte une justification. Voilà. Ça, c'est pour lancer le débat. Après, chacun pourra dire ce qu'il en pense. Alors, je réponds quand même, parce que oui, bien sûr, vous lancez le débat. Donc, j'ai un droit de réponse. Non, mais même... Vous êtes fortement invité, ma chère amie, à répondre à ça. Je vais répondre. Alors, sur l'emploi du vocabulaire, j'aurais pu écrire un autre livre, mais j'ai écrit celui-là, et donc c'est celui-là que je vous présente. Je pense que le type de projet comme la démarchandisation de la monnaie ne peut pas se penser sans un minimum de lutte des classes, sauf que c'est pas l'objet de mon livre, c'est tout. C'est-à-dire que ça pourrait faire l'objet d'un autre livre, mais en effet, je pense que certaines personnes ne seront pas satisfaites du fait qu'on démarchandise la monnaie, vu que la principale source de revenus aujourd'hui en France, c'est évidemment la propriété lucrative et pas le travail. Donc évidemment que certains ne seraient pas satisfaits, et donc que ça implique une dimension de conflictualité inhérente. Simplement, c'est pas l'objet de mon livre, et c'est un des éléments sur lequel j'insiste dans la conclusion de ma thèse. Voilà, ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez, c'est-à-dire que dans ce livre-là tel quel, il y a un côté utopiste hors sol, parce qu'on ne sait pas comment on va le réaliser. Mais c'est parce que je trouverais ça extrêmement prétentieux, du haut de mes 32 ans et de mon doctorat, d'expliquer comment est-ce qu'on va réaliser la sortie du capitalisme. Quels sont les moyens de la lutte pour en sortir. Voilà. Et donc je ne le fais pas, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai la prétention, par contre, d'essayer de contribuer un tout petit peu à essayer d'imaginer ce que pourrait être une société qui n'est pas d'ordre capitaliste. Ensuite, je reviens sur Foucault et Arendt, parce qu'on en avait déjà discuté et ça me semble très important. J'ai un usage très instrumental des auteurs. Pardon pour eux, je leur fais dire des choses qu'ils ne voulaient pas forcément dire. En l'occurrence, j'utilise Arendt pour une seule chose qui me semble très importante, c'est qu'elle contribue très fortement à montrer qu'il y a trois grands domaines de ce qu'elle appelle l'activité. Donc d'une part l'action, d'autre part la production telle qu'elle, et troisièmement le labeur, ce qu'elle appelle le travail en tant que tel, mais qui est en fait le labeur, donc tout le travail de reproduction des conditions d'existence. Et ce que je montre à partir d'elle, c'est que c'est une erreur de les considérer comme trois domaines séparés, et que ce qui est très important pour penser le projet dans toutes ses dimensions, c'est de montrer que chaque projet a ces trois dimensions-là. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est l'exemple du travail agricole. Si vous produisez quelque chose, si vous produisez une culture, vous êtes dans un travail de labeur, au sens d'Arendt, c'est-à-dire que vous soignez un sol, vous soignez des vivants, vous semez. C'est un travail qui doit cycliquement être recommencé. Vous avez une dimension de production au sens de production d'œuvres, parce que vous contribuez à transformer durablement le paysage, vous contribuez à transformer durablement les objets techniques, et donc il y a une dimension d'œuvre. Et troisièmement, il y a une dimension essentiellement politique, une dimension d'action. Et donc je tiens... voilà, enfin, il se trouve que c'est Arendt qui a fait cette distinction-là, et grâce à elle, on a, contrairement à Aristote, la dimension de labeur, qu'il ignorait complètement parce que c'était l'apanage des femmes, des esclaves, et donc il ne la traitait pas. Donc je pense que c'est extrêmement important de la mettre en évidence. Et pour ce qui est de Foucault, je l'utilise à un moment extrêmement précis, qui consiste dans l'analyse des rapports de pouvoir qui circulent, y compris dans les institutions ou dans les organisations qui se prétendraient parfaitement égalitaires et idéales, pour montrer qu'il y a aussi des rapports de pouvoir, très concrètement lorsqu'il s'agit de faire la vaisselle au sein d'une institution prétendument égalitaire. Et je pense qu'il y a des éléments intéressants à exploiter et chez Foucault et chez Arendt, même si on ne prend pas au pied de la lettre tout ce qu'ils ont dit et surtout tout leur positionnement politique. Et vous remarquerez aussi que Marx a pu utiliser, je ne sais pas, Aristote sans être d'accord avec sa théorie de l'esclavage. J'utilise Arendt sans être d'accord avec tous ses positionnements politiques. Voilà. Bon, bien répondu à ma question. Alors maintenant, peut-être, sauf si tu en as une autre, la parole au public s'il y a des demandes d'éclaircissement. Merci. Alors, merci à Maëna parce que tu nous as
bien montrer que ton travail, ça n'était pas seulement un travail conceptuel qui décortique la notion de projet et tous ses vices, mais aussi un certain nombre de propositions. Et tout à l'heure, tu as cité Frio, dont tu ne fais pas, je crois, un usage instrumental parce que tu penses avec Frio depuis longtemps. Et il y a un concept de Frio qui t'est cher, c'est celui de déjà là. Et la question que je voulais te poser, c'est quels sont les déjà là communistes sur lesquels on peut s'appuyer pour penser des institutions de la projection? Voilà, question précise. Non. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors ça, c'est un élément qui me semble en effet extrêmement important, c'est-à-dire que toutes les institutions que je pense, je les pense déjà après d'autres auteurs et surtout je ne les pense pas ex nihilo parce que ce serait complètement absurde. J'essaye à chaque fois de garder quelque chose de ce qui existe déjà et essayer de voir quels sont les travers qu'on peut penser. Et donc comme Bernard Friot, je m'interroge sur le statut émancipateur de la fonction publique. Lorsqu'on est fonctionnaire, on a un salaire et on a une qualification indépendamment du poste qu'on occupe à un moment donné. Et il est vrai que cela donne une liberté de projection qui est importante, non seulement pour le militantisme, enfin on sait à quel point dans le contexte politique actuel, eh bien, il reste un niveau de syndicalisation et d'engagement politique important dans plusieurs domaines de la fonction publique. Et ça donne aussi une certaine liberté de projection à l'échelle individuelle. Je pense à titre très personnel à la situation de jeune mère. C'est quelque chose qui protège les sujets. Et donc ce statut de la fonction publique me semble extrêmement important. Le problème étant, à mon sens, qu'il est aujourd'hui réservé à certaines personnes qui passent des concours et qui sont en charge d'un certain domaine de la société. Et je pense que nous pourrions avoir une généralisation, une universalisation du statut de la fonction public entre guillemets, c'est-à-dire une généralisation et une universalisation du salaire à la qualification et du statut qui lui est adossé. Et par ailleurs, cela signifierait que les personnes bénéficiant de ce statut-là n'auraient pas nécessairement à travailler pour une administration étatique. À partir du moment où c'est un salaire qui est universel, on peut très bien envisager que quelqu'un qui travaille dans une industrie ou quelqu'un qui travaille dans un service ou dans l'agriculture puisse tout à fait être en mesure de bénéficier de ce statut. Et donc, je m'appuie sur un déjà là, et comme Friot, j'essaye de penser son universalisation. Et là-dessus, je m'inscris aussi dans le sillage des Lumières qui sont chères à mon cœur, et je pense que l'universel est quelque chose de positif. Voilà. Une très brève incise, je vais passer la parole aux questions. Oui. Comme tu le sais peut-être, mais peut-être pas, tu pourras le vérifier sur le site de la librairie. Friot fait partie de tous les gens qui ont émergé à une certaine autorité, ici même, à peu près dans des circonstances analogues, il y a bien longtemps, d'Étienne. Et y compris sur la base de ce qu'a évoqué la dame tout à l'heure, ce qu'il appelle le déjà là et autres. Donc, évidemment, mais sauf que tu n'as pas totalement répondu à la question, comme je la connais très très bien, je connais très bien Friot, et il y a malheureusement aussi de très bonnes raisons pour lesquelles il est un peu fâché avec nous depuis qu'on lui a fait observer qu'il était quand même un peu perdu pour la science. Mais c'est et donc une des choses qui nous avait intéressé, c'est effectivement cette histoire de déjà là, c'est l'idée générale qui n'est pas liée spécialement au communisme, hein, mais qui est liée aux luttes sociales en France jusqu'à, on va dire, en gros, la libération, la fin de la guerre. C'est tout simplement l'avancée du droit en manière justement de travail au travers des différentes institutions, etc. Et ce qui nous avait intéressé chez Friot à l'époque, c'est qu'il n'était pas, contrairement à tout le monde à l'époque où il a commencé à se faire connaître, c'était il y a une quinzaine d'années, comme vous savez, eh bien il n'était pas sur le recouloir à défendre les avantages acquis, mais à proposer de partir des acquis déjà pour en demander davantage. Bon.
Je ne vais pas développer plus que ça la chose. Le problème, justement, c'est le gros problème avec Friot, c'est que tout ce qu'il connaît, c'est la fonction publique. Il n'a aucune idée réelle dont il parle quand il parle du travail, de la valeur, de Marx, de Hegel, etc. Et donc, le problème, c'est qu'on a vite calé, quand j'ai abondamment discuté avec lui, en quoi pourrait consister justement la réalisation, au sens aussi bien hegelien que marxiste, de ce type de projet en question. J'en dis pas plus, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent contacter la librairie, il y a une abondante documentation sur le sujet, et je passe la parole à la question suivante. Oui, vous parlez beaucoup d'un problème qui est central, celui de la monnaie. Hein. La monnaie, c'est la force de travail, c'est l'exploitation, c'est le profit. Non, excuse-moi Nicole, tu sais. Quoi? Non, ça c'est des bêtises. Quoi? Non, la monnaie, c'est pas ça, en tout cas, ni chez Marx, ni chez qui que ce soit, il faut écrit quelque chose de sérieux là-dessus. Le problème, ça serait de changer, justement, l'optique de la monnaie. Quand vous parlez de salaire universel, par exemple, ou autre chose, moi, ça me semble, malgré ma mauvaise définition, ça me semble quand même le problème essentiel de notre société. Hein, parce que il y a eu des essais du type troc, hein, vous vous souvenez, échange. Moi je me souviens en Algérie, on troquait des frics, un service ou autre chose. Il y a eu tous ces utopies d'échange. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Sur quoi? Sur la question de la monnaie? De la monnaie. Oui. Là c'est... C'est pointu. C'est technique. Oui, c'est technique. C'est technique. Et je comprendrais que tu sois un peu intimidé par le contexte en plus. Parce que ça, c'est quand même des questions sur lesquelles nous avons quelques heures de vol. Mais je t'écoute. C'est technique. Je vais répondre de la manière aussi claire que possible. Et puis vous me direz si c'est pas le cas. Le premier élément, c'est la question de la souveraineté de la monnaie. C'est qui est capable d'émettre de la monnaie, d'émettre du crédit. Vous savez que quand on donne un crédit, on crée de la monnaie pour émettre ce crédit. Qui est en détention de ce pouvoir-là? Aujourd'hui, les banques centrales peuvent le faire, des banques peuvent le faire avec une autorisation de la Banque centrale. Tout ça, ce sont des institutions qui ne sont pas démocratiques et donc qui ne sont pas au service de projets qui sont orientés par la valeur d'usage. Donc, une des premières institutions que je pense, avec d'autres, c'est celle d'une banque publique des projets qui finance des projets en fonction de la valeur d'usage et non pas en fonction de la valeur lucrative escomptée. Ça pose beaucoup de questions, y compris sur comment est-ce qu'on sélectionne ces projets démocratiquement, etc. Mais c'est un premier élément. Deuxième élément, vous parliez du salaire. Il n'y a pas que le salaire. C'est-à-dire que c'est un élément que j'ai malheureusement pas eu le temps de développer ici, mais le salaire, ça ne suffit pas. Enfin, si vous avez un salaire, mais que vous n'avez pas d'accès à des services sociaux, de l'éducation, de la santé, etc., vous êtes bien en mal de vivre et donc, par définition, de vous projeter. Et donc, il faut penser le financement de tout ça, des salaires pour tout le monde et des services qui leur sont adossés et sans lesquels on ne peut pas se projeter. Et pour ça, eh bien, je propose très simplement avec d'autres tout un système de cotisation sur les projets qui permettent d'alimenter des caisses à la qualification et des caisses aux services publics qui sont adossées à la qualification. Troisième élément, on pourrait dire que ça ne suffit pas puisqu'il peut y avoir des projets intéressants mais qui, dans une étape donnée de la société, ne sont pas valorisés pour ce qu'ils pourraient apporter en termes de valeur d'usage. Et donc je pense aussi un financement participatif ou coopératif des projets. Alors, dans le cadre du capitalisme, nous avons déjà plein de plateformes qui le proposent, avec des commissions à chaque fois qui sont prises. Là, ce serait un service public gratuit, accessible à tout le monde, avec, je vais un peu plus loin, une obligation en tant que membre de la communauté de financer des projets qui nous semblent intéressants, qui nous semblent désirables, de façon à ce que circule cette anticipation de la valeur d'usage future. Voilà, très brièvement, mais c'est tout un chapitre qui est consacré à cet élément-là. C'est réponse à ta question. Notre société capitaliste ne peut pas
réaliser vos projets? Est-ce qu'elle ne peut pas? Alors, j'essaye d'examiner cette hypothèse. C'est le chapitre à la fin de ma première partie. Et non, je pense que, enfin c'est sûr, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que le capitalisme se définit, encore une fois, de manière essentielle par la quête du profit et donc par la recherche d'un moyen au service d'autres fins. Alors, Lacan parle du plus de jouir, donc ça va être, ce qu'il a en tête, c'est vraiment la jouissance exubérante, je pense au loup de Wall Street, mais peu importe, enfin, la jouissance complètement exacerbée, mais on pourrait très bien avoir avec Elon... Sans entrave, comme dirait l'hubris, certains, oui. Vous voyez, auquel je vais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Exactement, il y a cette dimension-là. C'était le slogan fondamental que tu as bien connu de 68. Et il y a la dimension aussi de projection infinie. C'est-à-dire que ce qu'on trouve avec une personne comme Elon Musk, c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir créer des projets infinis. Mais tout ça est une sorte de quête infinie qui repose essentiellement sur la déprojection de tous les autres. Et donc ça ne peut pas être coïncidé avec le projet que je défends et qui, pour répondre d'ailleurs à ce que GT Andreas, quand on discutait juste avant, d'une certaine manière est un faux projet. Parce que quand je définis le projet en disant qu'il implique une réalisation concrète, la seule réalisation concrète à laquelle je suis parvenue, c'est un livre. Bon, c'est déjà ça, mais c'est déjà beaucoup. Oui. Lisez le livre. Mais ce n'est rien par rapport aux institutions que j'aimerais pour nous tous voir advenir. Et là-dessus, je suis très mauvaise. Ah non, voilà. C'est-à-dire que oui, dans la conclusion, oui. il est dit, tu dis, oui, bien sûr. que je vais citer rapidement, c'est le dernier passage. Donc c'est une sorte d'autocritique finale. À cet égard, le projet institutionnel que je propose dans ce livre, qui vise à favoriser la projection des sujets individuels et collectifs, a une dimension irrévocablement utopiste. Oui. Et j'en suis bien malheureuse. J'aimerais bien que ce soit autre chose. Mais voilà. Peut-être qu'il y a d'autres questions, mais j'avais moi une remarque un peu générale que je t'ai soumise donc dans l'aparté juste avant je me suis posé une question un peu bête en lisant l'ouvrage, c'est je me disais pourquoi ne pas parler de plan? Quelle est il fut un temps où dans les années 60 par exemple, lorsqu'il y avait l'État gaullien, les fonctionnaires de l'État de l'époque, lorsqu'il y avait l'Institut, par exemple, il y avait l'Institut d'aménagement et d'urbanisme avec les fonctionnaires. Le plan, tout simplement. Le plan, c'est ça. Le commissariat au plan. Alors, excuse-moi, je vais prendre la parole tout de suite. N'oubliez pas, car vous vous en souvenez certainement, cher ami, que c'est la thématique centrale en rapport de ce qu'il n'appelait absolument pas projet de Lénine, citant Engels. Bien sûr. Oui. Et la vraie question qui est évoquée à partir du moment où il s'agit de construire le communisme, le socialisme, déjà chez Engels, repris abondamment par Lénine dans l'État et la Révolution, où il s'agit vraiment de créer justement des institutions. C'est une économie planifiée. C'est ça. Oui, exactement. Et donc ce plan, voilà, donc c'est pour plus soyez là encore sur l'objection, la question d'Andreas. Justement, je vais citer de nouveau le passage que j'avais relevé, qui me semble assez... le plan qui n'a quand même absolument rien à voir avec tout ce qui a été suggéré sur l'idée de projet. C'est pas pour dire que c'est antinomique, mais c'est tout à fait autre chose. Qui nous ramène un peu aux histoires de management et qui nous explique notre situation actuelle. Tu écris à la page 107, « Lorsque le management par projet se déploie massivement au cours des années 80, il devient un prétexte pour diluer la responsabilité des organisations publiques privées. Il est significatif à cet égard que le motif du projet tende à remplacer celui de planification. Alors que la projection commune qu'est la planification centralise la responsabilité, la multiplication de projets autonomes tend à la diluer, à la déléguer à des sujets individuels ou organisés en équipe de travail. La responsabilisation des sujets est présentée comme un instrument d'émancipation. La rhétorique managériale reprend ainsi la notion de puissance d'agir ou de pouvoir d'agir, empowerment, employée dans la théorie critique pour désigner l'organisation autonome depuis le bas des groupes dominés. Et donc, tu critiques à la fois, on sent que tu critiques ce passage du plan au projet, mais tu reprends quand même le projet. Oui. Voilà. Parce que, comme je le disais, j'ai une conception dialectique du projet. C'est-à-dire que le projet ne se réduit pas au projet managérial que je critique là et qui est en effet un substitut au plan que je déplore. Le projet peut être autre chose. Et lorsque
Lénine, lorsque Rosa Luxembourg, lorsque De Gaulle réfléchissent à la planification sur le long terme, je sais pas, de l'énergie, des transports, etc. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la projection au sens philosophique que je défends. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent aux finalités de ce qui leur semble désirable et juste en termes de valeur d'usage et ils l'appliquent. Et là, pour revenir à la distinction que je proposais en amont sur la distinction entre programme et plan, je n'ai pas employé le terme de programme et de plan parce que lui aussi peut être interprété de manière dialectique. Nous avons un programme et un plan qui sont finalement un programme presque algorithmique qui consiste à appliquer mécaniquement quelque chose qui serait entièrement prédéfini et dans lesquels finalement les sujets deviennent de simples rouages au service de ce plan mathématique. Or moi, ce que je défends, c'est une projection, mais encore une fois, pas la projection capitaliste managériale qui se substitue au plan, mais comme réflexion par la raison démocratique sur les fins de ce qui mérite d'être réalisé. Et ça, je cite Rosa Luxembourg en ce sens, c'est vraiment ce que plein de personnes avant moi ont appelé le plan, mais qui, dans la conception philosophique que je défends du projet, relève encore une fois du projet. Parce qu'il faut le comprendre de manière dialectique. C'est un peu l'ambiguïté de mon... Enfin, pas l'ambiguïté, c'est la richesse de mon livre aussi, c'est qu'il y a les deux dimensions. Avais-tu une question complémentaire? Sinon, il y en a peut-être d'autres dans le public, avant qu'on passe à la conclusion et à la dédicace, qui vous permettra d'ailleurs de poser des questions subsidiaires à l'auteur. Tu parles de ressources et d'écologie, mais est-ce que du coup l'écologie, ce serait pas de réduire drastiquement le nombre de projets pour que ce soit compatible avec une société écologique? Oui, alors ça c'est une des objections d'ailleurs que m'avait avancé Fischbach lors de la soutenance de thèse. C'est est-ce que finalement le projet n'est pas toujours au service de l'artificialisation du monde et d'ailleurs les grands projets pourraient aller en ce sens. Ce que je défends, c'est que même si on vise une réduction du nombre de projets, eh bien nous avons besoin de projets institutionnels, de projets politiques qui permettent par exemple de réduire le temps de travail ou qui permettent de mieux cibler la production vers certains objectifs pour éviter toute une production de gadgets qui existe par ailleurs. Et donc tout ça relève en fait de la projection. C'est une projection au service de ce que j'appelle les activités improjectives. Nous avons la fête, le jeu qui peuvent être des activités improjectives qui sont à elles-mêmes leur propre fin et qui n'appellent pas une finalité extrinsèque comme le font les projets. Oui, voilà. Mais qui n'entrent pas du tout dans le cadre des rapports sociaux de production. Non, tout à fait. Mais nous avons besoin... Donc de l'économie, donc du social. Sauf que nous avons besoin d'économie, de social et de rapports de production pour que ces temps-là existent. C'est un fait. Voilà. Alors, pas d'autres questions. Je t'invite éventuellement, si tu le souhaites, à une petite conclusion avant qu'on passe, avant les libations ou en même temps que les libations, à la dédicace de ton livre. Bah écoutez, merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été là. Merci aussi pour vos questions. Je vais rien ajouter de plus. Si vous avez des astuces pour la réalisation de ces institutions, je suis preneuse. Moi, j'aimerais bien qu'elles existent pour pallier la déprojection qui nous affecte tous et qui m'affecte aussi à plein d'égards. Donc voilà, bonne soirée. Je t'en transmettrai. Bravo en tout cas. Alors,